Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Talk CEC. Talk CEC, c'est un centre d'événementiel et une maison culturelle européenne située au cœur de Bruxelles. Dans nos podcasts, nous recevons des artistes, créatifs et partenaires pour discuter sur des thèmes environnementaux, culturels ou des expériences de vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Talk CEC. Aujourd'hui, nous avons avec nous l'artiste Théo Drucker, qui a évidemment répondu présent pour participer à l'exposition Mer et Océan à Talk CEC. Donc pour rappel, cette exposition est ouverte actuellement et elle sera jusqu'au 25 juin. Bonjour Théo. Bonjour. Comment ça va ? Écoute, plutôt bien en cette fin de résidence bruxelloise. Ça fait longtemps que je suis en contact avec Clarissa qui gère ce projet et qui a réussi à créer quelque chose de très intéressant dans cet espace que j'affectionne, qui est l'ancienne fabrique de Meuldre. Et je suis ravi de faire partie de ce projet-là. Et toi, t'es d'où à l'origine ? De Paris ? Je suis français, Je divise mon temps du coup entre Paris et Bordeaux, en sachant que les ateliers sont encore basés à Bordeaux. J'ai quand même comme projet de pouvoir m'installer sur la capitale française sous peu. Sous peu. Ok. Alors, peut-être qu'on peut recommencer par comment et pourquoi tu as décidé de rejoindre ici l'exposition Mer et Océan. Alors, si je dois revenir un peu à la genèse, c'est pendant le premier confinement que j'ai commencé à produire de la sculpture. Je me suis retrouvé du coup confiné à Bordeaux dans mon atelier avec pas mal de matériaux qui, à l'origine, devaient être dédiés à du mobilier de design. Et j'ai un peu franchi la barrière de la fonction vers le purement artistique. Et c'est là que j'ai commencé à produire. Naturellement, entre les premiers confinements et ensuite, après mes recherches et la production des séries suivantes, j'ai réussi à exposer un petit peu à droite à gauche, à me faire des contacts. Et l'un des amis que je me suis fait, même pas via l'art en réalité, m'a finalement présenté Clarissa, parce qu'il pensait qu'il y avait un potentiel match à faire entre mon style de sculpture et la curation de Clarissa. Ça a plutôt bien fonctionné. Je suis venu une première fois du coup en repérage quand elle a ouvert pour la première fois le premier vernissage avant les travaux, il y a 1 an et demi de ça. Je suis repassé pour qu'on discute un petit peu, parce que j'avais affaire à Bruxelles il y a un tout petit peu plus d'1 an. Et en fait, c'est il y a 1 mois en revenant à Bordeaux avec la volonté de produire une nouvelle série de sculptures dans une veine qui s'inscrivait parfaitement dans le thème Mer et Océan de cette nouvelle exposition après travaux dans ce nouvel espace Talk. Du coup, j'ai appelé Clarissa, je lui ai parlé de mon projet et on s'est mis d'accord pour un emplacement qui a finalement évolué vers la Galerie du Bas pour ceux qui passeront à Talk, et dont je suis assez satisfait. À fond, tes œuvres sont assez très très visibles quand on rentre à peine dans le bâtiment, quand on les voit direct. Ça, oui, elles sont plutôt bien intégrées, je trouve, avec le reste de la sélection. Je pense notamment à l'œuvre de Garrier et Oni Jackson, qui est à côté. Ils ont collaboré pour faire cette grande peinture. Et dans la colorimétrie, comme dans les styles, même si ça s'oppose un petit peu, finalement, il y a une espèce de cohésion qui s'est créée. Je trouve que ça match assez bien. Ouais, ça donne bien, je suis d'accord aussi, ça va bien. Ok. Parlons-en alors de ces sculptures que tu exposes ici. La série s'appelle Future Reefs, donc récif futur en français. J'ai décidé de partir dans cette direction un peu en réponse à ma première série de sculptures qui se basait sur l'Anthropocène. Mais dans un thème un peu plus généraliste, je représentais via 6 sculptures un peu le cheminement de l'impact de l'homme sur la planète, en passant des continents, par les océans, l'air, et finalement le 4e élément, qui est le feu. Je faisais un peu ce parallèle entre le cheminement de l'homme sur notre planète et les éléments. J'ai apprécié, pour commencer, faire cette espèce de constat généraliste, un peu fataliste, puisque le dernier élément représenté étant le feu, ça rime avec apocalypse et fin du monde, qui est tristement la direction qu'on prend si on ne change pas nos habitudes.
j'ai de plus en plus de mal à accepter le fait qu'on ne puisse pas inverser la tendance. Et cette série, bien qu'un peu torturée, a une finalité un petit peu plus optimiste que... Ouais, celle qui est exposée ici. Oui, tout à fait. Donc Future Reefs, qui du coup décrit, si je devais résumer un petit peu ma démarche, l'évolution potentielle de ces écosystèmes marins avec l'impact de l'homme. On sait que notre influence, notre empreinte se ressent jusque dans les écosystèmes les plus éloignés du nôtre, donc en l'occurrence les fonds marins. Et en fait, j'ai décidé d'extraire 6 espèces de polypes. Donc un polype, c'est une, euh, une espèce marine qui vit fixée au fond marin. Comme des anémones ou quelque chose comme ça? Exactement, j'ai d'ailleurs représenté une anémone parmi les 6 sculptures. Donc on parle d'anémone, on parle de coraux et on parle d'éponges de mer. Ok. Globalement, c'est les 3 grosses espèces qui sont regroupées dans le terme polype. Ces polypes-là évoluent à cause de l'homme dans ce qu'on appelle l'homoplasie. C'est un terme qui peut paraître un peu savant comme ça, mais qui décrit assez bien ma recherche esthétique, puisqu'il décrit en fait la convergence de l'évolution. Ça se traduit par le fait qu'on retrouve des caractères physiques communs dans 2 espèces qui ont évolué dans des environnements complètement différents. Elles peuvent les avoir développées dans un objectif d'évolution similaire, ou, comme on peut le constater, par exemple avec le corail-cerveau, qui est l'une des espèces que j'ai décidé de représenter, c'est ce caractère très semblable. Le corail-cerveau ressemble, à s'y méprendre, à un cerveau de mammifère, par l'espèce de labyrinthe que prennent les lignes du cervelet. Et donc, à la fois dans la ressemblance que certaines de ces espèces peuvent avoir avec des caractères qu'on retrouve chez nous, primates, et par le choix de mélanger le doigt humain ou même humanoïde, parce qu'il prend des proportions qui ne sont pas, et volontairement pas, exactement celles de l'homme, je viens faire ce lien entre 2 espèces qui n'ont à l'origine rien à voir, mais ce doigt humain vient représenter l'impact de l'homme sur ce biotope marin. On les force à évoluer, on les force à s'adapter. Et donc, en fait, ce sont les survivants de récifs dévastés, comme on peut le voir sur les supports en fait, que j'ai fait pour ces céramiques. Le survivant est donc représenté en noir, brillant, glossy, on pourrait dire, émaillé au centre de ce fond marin dévasté, lui représenté en blanc cassé. Et même si on a l'habitude d'associer le noir à une couleur funeste, voire même funèbre, ici, en opposition au blanc cassé, qui est la couleur du corail mort, il vient finalement représenter la vie et la survie. Ouais, c'est ça. Donc finalement, c'est ça que tu disais, qu'il y a une petite lumière d'espoir, dans le sens où oui, l'impact de l'homme a détruit ces fonds marins, mais il y a la vie, il y a l'évolution qui est là pour continuer. J'ai du mal à accepter les statistiques et les études qui montrent que dans 50 ans, grande partie des écosystèmes marins et des récifs coralliens qu'on connaît encore aujourd'hui, même si on voit déjà l'impact concret de l'homme, auraient disparu. J'ai encore espoir qu'on puisse arriver à faire ce qu'il faut, ou, si ça vient pas de nous, que la nature réussisse à s'adapter. Et on constate qu'il y a des espèces plus résistantes que d'autres à nous, humains, Homo sapiens. Malheureusement, les coraux n'en font pas partie, parce que c'est un organisme très complexe qui est entre finalement la faune et la flore, dans le sens où c'est un animal sur lequel viennent se fixer des algues, et c'est cette espèce de symbiose qui crée l'organisme vivant qu'on connaît, qui est le refuge et l'habitat d'une faune marine extrêmement développée. Tous les poissons exotiques qu'on peut avoir en tête ne survivent pas sans ces récifs coralliens. Ouais. Tu parlais tout à l'heure d'un réchauffement de 2 degrés. C'est justement cette montée de température des eaux qui fait que le corail, en réflexe de défense, va libérer les algues qui complètent cet organisme-là, et ce qui lui fait perdre sa couleur et ce qui le fait dépérir progressivement. Oui, on entend que tu as bien étudié ton sujet avant de travailler ton œuvre. C'est quelque chose auquel tu accordes beaucoup d'attention, de vraiment étudier ton sujet avant de travailler dessus.
Oui, très important pour Clarissa aussi. Elle a choisi ce thème-là. Elle a fait travailler ses artistes en collaboration directe avec des scientifiques. Il fallait évidemment pousser la recherche, Mhm. mais c'est quelque chose que je fais assez naturellement. Aujourd'hui, je ne me lance pas dans une représentation plastique sans avoir un concept établi, et solide Mhm. et réfléchi derrière. Et jusqu'où tu vas du coup dans ta recherche? Ici, par exemple, jusqu'où as-tu été? Tous ces polypes que tu as représentés, ils existent vraiment? Comment est-ce que tu les as trouvés déjà? Comment est-ce que tu es arrivé à cette idée de dire, ah, je vais prendre des polypes, ceux-là dans les coraux qui ont survécu et qui s'adaptent? C'est une très bonne question. C'est la convergence de plusieurs choses. D'abord, je dois quand même parler de la finalité plastique. J'avais envie de travailler avec de la céramique depuis très longtemps. J'ai trouvé que la terre cuite, le grès en l'occurrence, se prêtait très bien à la mise en forme de ces coraux et donc de ces Mhm. polypes globalement. Et j'ai donc fait mes recherches. J'ai choisi ces 6 espèces de polypes, en l'occurrence 5 coraux, une éponge de mer et une anémone. Et j'ai décidé de les mettre en forme le plus fidèlement possible à leur caractère physique. C'est-à-dire Mhm. que chacune des pièces, je les ai d'ailleurs appelées par leur nom scientifique. Parce qu'il y a vraiment cette base et cette volonté que une espèce a été découverte, nommée par un scientifique, et on constate son évolution. On sait qu'elle s'adapte, on le voit à moindre mesure depuis leur découverte et depuis qu'elles sont étudiées. Ce que je propose, c'est une projection dans l'avenir. Donc cette même espèce, Mhm. potentiellement avec l'impact de l'homme, pourrait ressembler à ça dans tant de siècles. Ok, c'est ça. Ouais. C'est aussi une proposition visuelle de cette idée d'espoir, Mhm. de renaissance. Ce serait ça le message que tu veux faire passer ici, c'est qu'il y a de l'espoir ou c'est regarder ce qu'on fait, nous, êtres humains? L'espoir, il est évidemment là. Il y a cette idée de si j'arrive à faire prendre conscience à quelques personnes que on est dans la merde et que il y a des choses à faire, même à notre pauvre petite échelle. Bon, c'est un discours qui est devenu un Mhm, peu ouais. basique et on l'entend en permanence, mais ma mission serait réussie juste d'avoir réussi à faire changer quelques pensées ou d'avoir ouvert les yeux de quelques spectateurs. Le terme d'artiste engagé me plaît pas parce que je sais que je fais pas suffisamment pour pouvoir me décrire comme tel. Je travaille sur des sujets qui m'intéressent, des sujets que je trouve fondamentaux aujourd'hui, que certaines personnes ont encore tendance à ignorer, tristement. Mes propositions artistiques, c'est simplement, dans le constat de ce qu'on fait subir à notre planète, essayer de mettre un petit peu d'ambivalence dans toute cette question-là. Et c'est aussi toute l'ambivalence de la main humaine qui est ici l'origine de leur déclin. On revient sur Mhm. ces espèces de coraux, d'anémones et de polypes plus généralement. La main humaine vient donc se placer autour de ces différentes espèces comme l'origine de leur déclin, mais à la fois leur seul espoir de survie. C'est toute cette ambivalence-là et le fait qu'il n'y ait pas de réponse absolue que j'essaye de représenter. Tout n'est jamais tout noir ou tout blanc. On est l'origine de Du leur problème, mort, ouais. mais il n'y a que nous qui aujourd'hui pouvons un petit peu inverser la tendance et espérer pouvoir leur laisser un peu de place ou de temps surtout pour l'adaptation. Parce Mhm. qu'ils ont aussi leur rôle à jouer dans leur survie, évidemment. On ne peut pas tout faire. Mais il y a vraiment cette idée de placer toutes les vies un petit peu sur la même échelle. C'est pas parce que ces espèces de coraux n'ont pas un petit visage mignon comme notre animal de compagnie que leur vie n'a pas de valeur. Et on a tendance à sacraliser la vie humaine et la mettre en haut de l'échelle, mais on vit dans un écosystème complètement interdépendant Mhm. qui est balisé d'écocides. C'est un nouveau mot que Mhm. finalement j'aime bien, qui regroupe le génocide et l'écologie. On vit du coup dans un environnement qui est balisé d'écocides et qui se dirige tout droit vers un destin un petit peu funeste si on ne change pas nos habitudes, encore une fois, et si on ne laisse pas le temps aux différents biotopes de s'adapter Ouais. à l'influence directe qu'on arrive. En fait, l'empreinte de l'humanité, c'est cette influence qu'elle a sur des biotopes, même les plus éloignés du nôtre. Comment as-tu choisi
le sujet de cette série de sculptures? Est-ce que toi-même, tu es un amoureux des océans qui pratique la plongée? Effectivement, j'ai eu l'occasion de plonger assez régulièrement sur mes derniers périples, notamment une plongée qui restera l'une des plus belles et des très beaux souvenirs dans les Caraïbes au nord de la Colombie. Un endroit magnifique entre les mangroves. Et après une petite expédition en bateau, on arrive au-dessus d'un récif et j'ai pu plonger à 14 mètres. Et je me suis, à ce moment-là, dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de cette richesse. Et en fait, c'est intéressant parce que j'ai décidé du coup de transposer l'échelle de la plongée à l'échelle d'une galerie. Dans le sens où, en décidant de sculpter la céramique et, au lieu de le poser sur socle, de le transposer sur mur, et donc de faire de la sculpture murale, je remets euh, l'espèce représentée à l'échelle de la plongée. Comme Oui, tu c'est le ça. sais, quand on plonge, on est parallèle On au a la fond marin. horizontale, ouais, c'est ça. Voilà. Donc le regard perpendiculaire au récif. En le remettant sur un mur, je replace le spectateur qui devient du coup plongeur dans un environnement de plongée. Et je lui propose un petit peu de venir plonger avec moi dans Mhm. ce qui pourrait être nos plongées futures, tout simplement. Est-ce que tu as pu observer toi-même ces fameuses polypes dont tu parles? Notamment 4 d'entre elles, oui. J'ai eu la chance de voir pas mal d'espèces, notamment le corail cerveau, qui m'a tout de suite choqué par la ressemblance impressionnante qu'il comporte avec le cerveau de mammifère. Mhm. Les autres espèces ont été sélectionnées attentivement après pas mal de lectures et de recherches d'images. Je vais d'ailleurs poser des miniatures des espèces en question à côté des œuvres dans la galerie pour faciliter le parallèle entre l'évolution de l'espèce sélectionnée et ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. Tu as été témoin de ce corail mort, de ce sol blanc. Effectivement, on a quand même tendance à aller plonger dans des endroits où les récifs restent le plus intacts possible, Évidemment. mais en en s'étendant un peu de la zone sur laquelle le plongeur pro avec lequel on y va, parce que je suis encore loin d'être professionnel, nous drop. On constate du récif dévasté, on constate ce blanc cassé que j'ai décidé de reprendre Mhm. et dont j'ai fait la base et le support sur lequel je viens poser l'espèce survivante. Mhm. On en vient du coup sur la question de l'awareness. Ouais. C'est bien que les gens soient conscients. Pour qu'ils se conscientisent, il faut leur montrer, il faut qu'ils constatent, mais du coup pas que les beaux récifs qu'on a réussi à sauvegarder et qu'on va montrer au public, mais aussi les zones dévastées qui se trouvent pas si loin. Mhm. On se doit de faire ce qu'on peut pour lui laisser une chance et surtout le temps d'évoluer. Ça va être un travail commun entre les polypes qui doivent évoluer avec ce qu'on leur donne. On leur donne vraiment pas que du bon, mais on doit freiner cet impact-là pour leur laisser le temps de s'adapter. Il est évidemment impossible de tout arrêter maintenant et de faire sens inverse, mais essayons de Minimiser. leur accorder un peu de répit. Merci Théo. Avec grand plaisir, merci à toi Ben. Voilà, merci d'être venu discuter avec moi pour le podcast. Et puis je te dis à bientôt. À très bientôt. À Talk. À Talk. Et pour rappel, donc, pour ceux qui, bon, bien sûr que tout le monde a bien compris, mais donc Théo Drucker qui a cette série de 6 sculptures murales exposées ici à Talk CEC, que vous pouvez admirer donc jusqu'au 25 juin. Avec celle de 50 autres artistes qui ont extrêmement bien travaillé en collab avec des scientifiques de renom pour proposer une exposition qui, pour moi, fait sens et une vraie expérience, une vraie immersion dans les mers et océans. Encore une fois, chapeau bas à Clarissa et Mathieu qui m'ont permis d'exposer mon travail ici à Bruxelles, à Talk.